Je crois que je me sentirais pas bien dans la vie si je n'avais pas des raisons de me plaindre. Non, je rigole. Non, c'était Le hier mon ban anniversaire. Twitch. Le ban Twitch ce soir, ouais. Ouais, ben, je supprimerai la vidéo et quand je mettrai la vidéo sur YouTube, j'enlèverai cette Non, mais partie. au pire, ils vont passer quoi? Ils vont couper le son à ce moment du replay, c'est tout. Non, non, ils peuvent ban la vidéo parce que t'as du Ouais, contenu ouais. modifié. Ou te ban toi. Mais de toute façon, tu m'as dit c'est Ostpolitik qui l'a passé Ouais. sur sa chaîne Twitch. Ouais, Bon, bah, ça doit pas être DMCA. Il doit s'y connaître, lui. je pense pas. Non, Non, je bah pense voilà, pas. ouais, c'est bon. C'est quoi les En sujets tout de ce cas, ça soir? fait de la pub à Buffalo Grill, tu vois. Donc, c'est quoi les sujets de ce soir? Excellente question, parce qu'on a bien rien préparé comme d'hab. Ben grave. Euh, Moi, j'ai éventuellement un article de Mediapart que j'ai essayé de commencer à lire toute l'après-midi, puis j'ai trouvé plein d'autres trucs à faire. Du coup, je ne l'ai pas lu. On va Mais donc, un parler des article de frites au Fabien McDo. Alors, Scalona. non, ça, Non, non. non, on évite tout ce qui est Domac et compagnie. Ouais, non, en plus, je fais pas trop McDo, donc... On peut parler de. Mais Tac, merci pour la je proposition. remonte le fil. De KFC. mercredi, la police française qui a présenté de la poudre comme étant de la MDMA, alors qu'en fait c'était de la poudre de fraise tagada. On peut parler de ça. D'accord, ok. Ouais, non, c'est vrai que c'est inadmissible de présenter une poudre comme ça comme étant quelque chose de totalement inoffensif, alors que, en fait, c'est À de la la poudre de police. fraise tagada, quoi. Bah, Blague? surtout en disant, eh, c'est de la. Voilà, on a fait une superbe Prise. descente de police. On a chopé tout un atelier de conditionnement de produits stupéfiants. Et en fait, c'était des fraises tagada concassées. Wesh. Bien wesh, bien C'est la wesh. blague. Alors, aux C'est États-Unis, tu vraiment la sais, blague. ils ont des caméras sur eux, de par régulation fédérale. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont aussi le droit de l'éteindre et de l'allumer quand ils veulent. C'est eux qui ont tout droit sur leur caméra au truc, donc comme mesure de régulation de leur comportement, c'est moyen. Et en fait, il a été découvert qu'il y a beaucoup de policiers dans un scandale d'il y a un an. Euh, que beaucoup de policiers faisaient des trucs où ils plantaient de la drogue à un endroit et ils se filmaient avec la caméra comme en découvrant la drogue. Et on l'a découvert parce que justement le policier n'a pas été suffisamment malin et a sans faire exprès laissé la caméra allumée alors qu'il la croyait éteinte, fouillé le véhicule, vu qu'il n'y avait rien, est retourné vers son pote, a commencé à lui parler, à lui dire t'as le machin, je sais plus comment il appelait ça. Et du coup, il va dans la voiture, il plante le truc et il se remet à fouiller comme si c'était la première fouille. Et Ouais. voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon après, La police, quoi. ouais, ouais. Mesure de régulation de l'information. Tout à fait. Effectivement. Est-ce que c'est un cas isolé là, les questions? Je pense que c'est une question intéressante à laquelle on a déjà pas mal de débuts de réponses. Je pense que la question la plus intéressante, c'est à quel point aujourd'hui les policiers ont un manque de régulation et d'entraînement qu'on qu'on devrait mettre en place.
Enfin, j'ai mal formulé ça en vrai. C'est pas forcément une question plus intéressante dit comme ça. Mais bon, voilà, très clairement, de par les quelques cas qu'on a vus de violences policières exercées à l'encontre de Michel Zecler, d'autres personnes, majoritairement des minorités, on peut très clairement voir que ce genre de choses se passe. La question de si c'est un cas isolé ou pas est moins intéressante dans ces cas précis que quelles sont les réformes que l'on peut passer pour qu'il n'y ait de toute façon pas ce genre de choses, en fait. Et quelles sont les réformes que nous devons passer pour avoir une suffisamment bonne surveillance du comportement d'un policier pour qu'effectivement, il n'y ait même pas de cas isolés de ce genre-là, en fait. Là, je suis en train de voir que dans le cas des fraises Tagada, là, la préfecture de police avait quand même s'est fendue d'un tweet disant hashtag belle affaire, hein, investigation fructueuse des policiers de la SDRPT qui ont jugulé à Saint-Ouen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants, MDMA, ecstasy, qui alimentait des soirées clandestines. 1 million d'euros de marchandises saisies, 200 faits de recel de téléphone et 2 gardes à vue. Je Et pense du que pour qu'il y ait 1 million d'euros de fraises Tagada qui a été saisi, ça devait faire un sacré paquet de. non, moi je pense que c'était réévalué en prenant en compte que. Mais ouais, d'accord, ok, ouais. Je me demande du coup, est-ce que les deux gardes à vue, enfin les deux personnes en garde à vue ont été, enfin, Bah ça, l'histoire ne le dit pas du coup, mais c'est non, c'est drôle. En fait, moi, ce qui m'étonne, tu vois, c'est que du coup, ok, donc c'est pas faux. ils vont sur le terrain pour démanteler un laboratoire clandestin et ils ont pas de chiens avec eux? Non, parce que des chiens, tu vois, ils se seraient rendus compte Que c'est des stress qu'il y avait un Tagada et que dessous c'est, roche. oui, non, mais oui, oui, oui. Non, mais Bon, à déjà, moins que ils dressent leurs déjà, c'est super chiens bizarre. se Bon, vénèrent déjà, contre vite fait, le. je lis les fraises Tagada, techniquement, il y a du sucre, donc techniquement, ça peut être considéré comme la drogue. C'est malheureusement trop Ouais, vrai. bah, ouais, ouais. Mais oui, oui, oui. Mais après, c'est très étrange, en fait. Il y a, c'est genre, soit c'est une histoire montée de toutes pièces et du coup, ben, les policiers ont rempli des sachets de poudre de fraise Tagada pour essayer de faire passer ça pour les DMA. Soit il y a des gens qui ont du temps à perdre d'une façon extrêmement et qui le passent du coup à faire des choses extrêmement bizarres. Parce que faire des sachets de poudre de fraise Tagada, Ah non, j'avoue, on dirait qu'ils les ont. En fait, on dirait même qu'ils se sont amusés à les tailler. C'est. après c'est peut-être une entreprise de justement qui se fait passer pour une entreprise. Enfin, c'est une entreprise. Une Ah non, mais il y avait peut-être arnaque, Oui, voilà, c'est clairement. ça. C'est genre, Ouais, ils ouais. voulaient faire croire qu'ils vendaient de la Mhm. cocaïne, ou non, enfin de la MDMA, et en fait, effectivement, ils vendaient de la poudre de fraise Tagada en masse, en masse. Euh, dans ce cas-là, c'est genre, ouais, non, non seulement ils nourrissent un marché de la drogue, mais en plus de ça, ils arnaquent les gens qui sont pour beaucoup je sais pas si MDMA c'est la drogue auquel les gens sont le plus addicts et ont le plus de problèmes d'addiction autour de ça, mais c'est je sais pas, je sais pas. La MDMA, je pense pas. En tout cas, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit la drogue qui pose le plus de problèmes, mais dans tous les cas, c'est une histoire d'arnaque me paraît la plus plausible. Ouais, on est bien d'accord. N'empêche que c'est une arnaque super organisée quoi. C'est Ouais. en fait à un certain endroit, ils risquent limite moins à vraiment vendre de la MDMA. Parce que je veux dire,
Moi, peut-être qu'ils vont éviter du coup les certaines punitions judiciaires, mais en tant que, enfin, s'installer dans un commerce, dans un marché noir en arnaquant les gens, ça veut dire susceptiblement se confronter à des gens faisant déjà partie de ce marché noir qui n'apprécient pas tellement qu'on leur prenne une part de marché non seulement les clients mécontents, mais aussi les Mhm. vendeurs qui sont vraiment des vendeurs et qui n'apprécient pas qu'on leur prenne une part de marché, surtout quand on arnaque leurs clients. Donc, enfin, je sais pas. À ce niveau-là, j'aurais plus peur pour ma propre vie que peur pour les éventuelles conséquences judiciaires, en fait. Je... Ouais, je sais pas. Moi, je pense que dans tous les cas, il y a eu un endroit, un moment où ils se sont dit, ouais, ça, il y a un coup à faire. On va y aller et ça va bien se passer. Parce ils avaient pas imaginé que la police pouvait leur tomber sur leur rable de cette façon-là. Possible. Après, c'est possiblement aussi genre une vente ratée, genre ils allaient acheter tant, ils avaient promis tant, parce que c'est un marché noir, ils étaient dans une mer de noir, du coup ils étaient un petit peu obligés de faire tant d'argent pour repayer telle autre personne, tu sais, comme on voit dans les films, le dealer qui fait un deal avec un autre dealer plus gros et qui du coup se retrouve avec endetté parce qu'il a fait un prêt entre guillemets et qui doit rembourser la dette. C'est d'ailleurs une technique que font bien des dealers pour engager de jeunes gens, c'est-à-dire qu'ils leur Ouais, donnent ouais. une certaine quantité de drogue gratuit, mais cette personne est obligée derrière de ramener telle quantité d'argent. Ouais. T'es sûr de toi? Parce que pour moi, ça marchait dans les années 90, mais Moi, je sais que, ouais, je vais pas dire son nom, mais du coup, un de mes plus vieux potes à Saint-Vallier, il s'est fait embaucher par un dealer comme ça. Généralement, la personne le veut bien, mais n'empêche que selon les ouais. situations, il y a quand même une possible pression et tu te sens pas de refuser. Après, Ouais, ouais, oui, non, mais dans oui. tous les cas, c'est aussi souvent des personnes qui sont eux-mêmes addictes. Dans le cas de la personne dont je te parle, je te dirai le nom quand on sera plus en live. Elle était aussi addicte au cannabis, c'était du cannabis. Et du coup, elle se retrouvait à devoir souvent, entre guillemets, arnaquer, parce que du coup, ils vendaient le vrai produit, mais juste en petite quantité et beaucoup trop cher, pour pouvoir redonner l'argent, la quantité d'argent, la valeur d'argent qu'il devait redonner à son Ouais. dealer. Ok. Je Donc Théo confirme, qui cette confirme que technique existe toujours. les techniques existent toujours. Ok. Bah ouais, moi je l'ai vu encore pratiquer aujourd'hui. Après, je ne saurais dire à quel point c'est utilisé. Même Bah, pour les même pour les consommateurs. consommateurs, tu donnes une dose pour tester. Ouais, mais du coup, en fait, en soi, Bah ça, il n'y a rien qui t'engage à ce niveau-là quand tu es consommateur. ouais, et ça techniquement la personne te redemande rien derrière, non? Ou alors t'as vraiment affaire à je vais dire Un voilà, bâtard. un bâtard quoi, un gros bâtard. Parce que moi j'ai eu des dealers qui essayaient de rentrer sur le marché qui du coup on disait tiens tu goûtes et puis tu reviens me voir si c'est le cas. Bah oui. Jamais ils m'ont redemandé quelque chose derrière. Et à vrai dire, je suis tout le temps, c'était ben ceux d'à côté, et je suis allé les retourner les voir pour acheter. C'est à partir de là que j'ai commencé à acheter là-bas. Je me demande comment ils vont d'ailleurs depuis. Ça fait 1 an que je les ai pas vus du coup. Ouais, voilà, c'est comme ça pour fidéliser la clientèle. Eh ouais. Bah Ouais, ouais. parce que tu vois, il y a d'autres trucs qui existent aussi maintenant où tu as clairement des petits vendeurs qui sont recrutés. Mais en fait, du coup, c'est comme s'ils étaient salariés.
D'accord, Ce qui veut pas dire que c'est pas chaud pour leur cul s'ils font pas le chiffre qui leur est demandé, hein. Mais du coup, ils perçoivent du cash direct. d'accord. OK, OK. Ah Donc non, je pense mais que je pense que ça doit dépendre de l'échelle et de l'organisation. Je pense que j'ai rarement eu affaire à ouais. des vraies organisations. C'était souvent des petits groupes ou des individus qui faisaient ça à leur propre échelle. Euh, Bah, ce serait intéressant de lire des trucs sur le sujet parce qu'il y a clairement des journalistes qui ont fait quasiment des études sociologiques sur le sujet. Enfin, tu vois, moi, j'ai plus du tout son nom en tête, mais j'ai souvenir qu'il y a quelques années, il y avait un journaliste indépendant qui avait fait tout un truc sur euh, le marché de la drogue dans les quartiers nord de Marseille. je te coupe là 2 secondes, 2 secondes. Ok, c'est très bien. J'utilise les mêmes techniques que les entreprises légales parce que ça marche tout simplement. Bah ouais. Ouais, et du coup, en fait, c'est ça il y a un endroit où c'est là où ça devient vite problématique. Dans quelle mesure on n'a pas intérêt à directement légaliser, en fait? Ben, en fait, Potentiellement, en plus, on va créer du taf avec potentiellement les mêmes personnes qui, à l'heure actuelle, deal. Enfin, je veux dire, tout en, c'est. ce qui est encore mieux, diminuant diminuant les ressources du marché noir aujourd'hui, en fait. Puisque Ouais. du coup, ils auront certaines ressources en moins sur lesquelles se faire de l'argent, ce qui leur Bah, permettra ça, et beaucoup puis moins de survivre et du coup, bah, c'est ça. En fait, tu mets à mal toute une partie du marché parallèle parce que au moins tu sais que les produits qui sont vendus sont traçables. hmm. Du coup, ça évite les coupes, les recoupes. D'après des études que j'ai vues, la légalisation diminue un peu la consommation de manière générale et la population touchée change. Il faudra que je recheck ça. Mais ça m'étonnerait pas des masses. Alors sur le Je sais qu'il y a des études Portugal, qui ont été. Alors sur le Portugal, je sais pas, mais je sais qu'il y a des études qui ont été menées sur les États-Unis, là, les États qui avaient légalisé, ouais. légalisé, et il y avait un truc comme ça, effectivement. Alors moi, de ce que j'ai Euh, en tête, justement, il y a généralement une petite augmentation de la consommation sur le Au début. début de la légalisation, mais toujours suivi si la législation reste en place par une diminution générale en deçà Hmm. du niveau qu'il était même avant la légalisation. Euh, Après, c'est ce tu que vois, j'ai en je tête. sais, je sais que euh, c'est quoi? C'est au Danemark que c'était légal? Que c'est légal? Je sais plus. En Hollande, pardon. Voilà. En Hollande, par exemple, ils ont un vrai problème avec le fait que se maintiennent clairement les marchés parallèles. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui consomment moins et les plus âgés consomment plus, et c'est pas tout à fait absurde. Non, surtout, ben après dans le cas, après chaque drogue est vraiment Je spécifique et je du suis coup il plus faut. vraiment un jeune. Moi, si demain c'est légal, je recommence à fumer, hein, clairement. Moi, je pense que je peux être encore considéré comme un jeune. Je, je pense que ça dépend des drogues, bien évidemment, du coup, comme j'étais en train de dire. Et par exemple, le cannabis a très clairement des vertus qui ont, depuis de nombreuses décennies maintenant, été établies comme ayant certaines vertus thérapeutiques. Bien sûr, si on légalisait, ça permettrait de justement savoir
quel est le type de marijuana que tu achètes et du coup, quelles sont ses potentialités de thérapeutique et ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait utiliser de la marijuana juste pour ses vertus thérapeutiques fait face à de multiples types de marijuana, de shit, qui du coup n'auront pas nécessairement tout à fait les mêmes effets et n'auront pas nécessairement les effets cherchés, recherchés. Mais du coup, c'est pas forcément étonnant qu'une fois mis au moins cette drogue qui est la marijuana, une fois légalisée, les gens, les vieux, qui sont très certainement les personnes qui pourraient profiter le plus des vertus thérapeutiques de la marijuana, se mettent à en consommer un petit peu plus. Et puis d'ailleurs, du coup, ben, alors en France, je sais pas comment c'est, mais pour les cas de cancer, pour les cas de bien des maladies un peu dures qui te laissent dans des cancers du foie, il y avait quoi d'autre comme exemple, je me rappelle plus. Il y a une expérimentation là en France du cannabis thérapeutique qui va être mise en place, notamment pour les personnes souffrant de. Sympa. Voilà. Bah, après, c'est hyper restreint comme étude. C'est-à-dire que c'est vraiment une faible quantité de la population qui va être concernée là où euh, d'ouvrir les vannes en grand, ça permettrait d'avoir un retour sur expérience de façon plus probante. D'ouvrir les vannes en grand en termes, faire une étude très grosse, plus Et large. du coup légaliser, même à titre temporaire, Ah sur ouais, l'ensemble ouais, du ouais. territoire, en mettant, voilà, Bah, je tu pense que... veux expérimenter véritablement, fais ça. Ouais, 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 ouais. C'est comme la question du revenu de base. Tu veux étudier, expérimenter le revenu de base pour que ce soit intéressant et pertinent comme étude. Tu le fais à l'échelle du pays. Mhm. Ouais. De toute façon, je pense que Putain, c'est embêtant. de toute façon, je pense que bah, c'est effectivement une bonne idée. Après, il y a plein de gens qui justement argumenteraient que c'est faire face à trop de conséquences négatives que de faire ce genre d'expérience-là directement de cette façon-là. Euh, je pense que de toute façon, parlant de la drogue, il y a suffisamment eu d'études qui prouvent que quand on traite ça non plus sur un comme quelque chose de criminel, mais comme un problème médical, et que au minimum on décriminalise, si ce n'est légalise, et du coup faire rentrer toutes ces drogues dans un domaine régulé dans lequel on a des informations sur qui les consomme, de quelle façon, comment pouvoir les aider, qu'on a des institutions qui sont mises en place justement pour traiter ça de manière médicale et aider tous ces gens-là, ben en fait, ça marche de toute façon mieux pour lutter contre la drogue. Donc, je suis pas contre l'expérimentation, mais je pense que ça a été déjà fait à un certain niveau. Ouais, Euh, ouais, ouais. voilà, donc moi, t'as ta gueule, cannabis, la drogue douce, dont l'hypocrisie dure. Ouais, je pense qu'il y a un certain niveau d'hypocrisie. Comment ça se passe? C'est libre ou Hi, Greater mince? Iron, how are you? Désolé. Ah, salut. Tac. Data gueule, je pense qu'on peut regarder. De toute façon, il est bien plus connu que nous, on lui fera. Ouais, je sais pas. C'est une vidéo, comme je l'ai dit précédemment. C'est un YouTuber, Data gueule. Tu De connais ta pas? gueule, c'est une chaîne. Ouais, Si, si, moi je connais ouais, de si. ta gueule. Je pense, moi j'ai envie de dire que tu devrais pouvoir la diffuser après, comme j'en sais rien en fait. On peut le faire, et puis si je me prends un avertissement, ce sera mon Non, premier bah et on c'est sera compte se averti, faire. hein. Ouais, voilà.
Mais il y a plein de gens. Bah, en fait, je suis sûr que c'est pas interdit. Après, c'est comment le créateur lui voit ça. La plupart des créateurs sur YouTube ont tendance à voir pas d'un mauvais œil que les gens regardent leurs vidéos. Ça a tendance à, au contraire, être une manière dont les gens vigvoguent d'une chaîne à l'autre et du coup font marcher les contenus les créateurs de contenu sur Internet. Nous, clairement, on va pas le faire marcher quoi que ce soit. On a que 7 viewers, c'est pas, ça va pas C'est beaucoup. énorme, Jean, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, bref, on va pas lui faire un gros cadeau si on regarde, mais du coup, pense que, je pense qu'on peut regarder. Je doute que tu ne puisses pas le diffuser vu ce qu'il critique au hasard. Ouais, mais je suis d'accord avec ça. Voilà. Je pense qu'on peut y aller. Et au Allons-y. pire, on se fondra d'un message. Alors, oula, sans faire exprès, j'ai repris la musique de joyeux anniversaire. Ouais, tu veux pas remettre joyeux anniversaire les petits Indiens? Non, non, Elle est tellement bien pourtant. non. Allez, lance la vidéo. Alors attends. Bim. A priori, tu as le lien sur Discord aussi. Ah, ben j'ai déjà trouvé, mais c'est très gentil de ta part. Ouais. Ben très bon épisode. Mais souvent, hein, Data Gueule, moi, ça fait partie des chaînes qui sont enregistrées dans Alors, bon déjà, bon, il y ma a plein de choses filiation. qui ont été dites et qui sont très très intéressantes. Et il appuie sur le point qu'effectivement, en fait, ça devient un problème de santé tellement tellement plus un problème de santé que la police ne peut pas gérer puisqu'elle n'est pas là pour effectivement le gérer comme tel, comme un problème de santé, que en fait il y a un problème à ce niveau-là et que la répression policière non seulement nous coûte cher, mais en plus a un effet extrêmement mitigé sur cette consommation. On est encore une fois, selon la vidéo, les premiers à 40%, malgré apparemment une des répressions les plus fortes. Un truc intéressant, ça m'a rappelé une Je discussion. crois que t'es malade en prison. T'as pas le droit d'être malade. Ah, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah, ok. Euh, je me rappelle une discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Donc dans la vidéo est très bien de préciser que tout euh, par rapport à la drogue est pénalisé. Donc, et par possiblement de la prison, que ce soit la simple détention, le simple usage, ou les choses plus graves qui est la vente et ce genre de choses. Pour un de mes amis, l'ami réactionnaire dont je te parlais l'autre jour euh, dans la dernière émission, personne au grand personne sur cette planète ne se fait jamais mettre en prison pour simple usage de quelque drogue que ce soit. Et je pense qu'il y a une vraie idée dans la tête de certaines personnes que non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si vous êtes en prison pour de la drogue, c'est nécessairement que vous avez été vendeur et Hmm. non pas le gros problème qu'on a actuellement qui est un remplissage des prisons jusqu'à ras-bord et même au-delà parce que on pénalise ce genre de choses jusqu'à des peines de prison, la détention ou le simple usage, que ce soit du coup du cannabis mais aussi d'autres drogues. Et c'est un vrai problème qui se couple du coup avec le problème de la surpopulation carcérale. Et il faut réussir d'une manière ou d'une autre à mettre un terme à ces idées étranges qui sont que personne, au grand personne, ne se retrouve en prison à cause de simple consommation. C'est malheureusement faux, malheureusement Ouais, complètement ouais. faux. Ça a peut-être changé entre-temps. Tout à fait, il faudrait
vérifier. N'empêche qu'il y a un point général qui est fait qui reste malheureusement trop vrai. La France pénalise et son système de suivi est déficient, pas comme la Suède. Mmh. Bah, d'ailleurs, rien qu'au niveau C'est carcéral, pas la Suède qui avait vidé ses prisons? Alors, j'imagine pas totalement, non, bah, non. Non, non, bah, la mais Suède est comme, les pays scandinaves de manière générale ont un système extrêmement similaire avec un des taux de récidive une fois sortis de prison les plus bas de partout dans le monde. Heu c'est des prisons, ouvertes, des prisons, qui fondamentalement se concentrent sur éduquer les prisonniers. ouais. Donc non seulement faire, une éducation civile pour, les réhabiliter à la société, mais aussi, leur donner une éducation dans un domaine particulier pour qu'ils puissent, une fois sortis de la prison, hem, se trouver un travail et du coup, vraiment, faire ce pas de la réintégration. Parce que non seulement il y a le comportement qu'il faut réussir éventuellement à changer, mais il y a aussi tout simplement, le besoin pour la personne de trouver une situation, vivable pour pouvoir, être complètement intégré. Je sais pas Ouais, si ouais, c'est la ouais. Suède ou Finlande, mais où il y a prisons qui sont ouverts sur des îles, tu des supermarchés et cetera. De ce que Et je moi, j'ai en tête que ça, c'est la Suède. de ce Ah, que je mais sais, toi, t'avais un... les Danois et les Finlandais ont un système extrêmement similaire et pareil, ont des prisons ouvertes. Pas de partout, mais C'est ça. Ouais, ouais, non, mais voilà, enfin, pas toutes, c'est ce que je veux dire. il y a un truc où faut qu'on se penche aussi sur la question. En France, on a un problème de surpopulation carcérale qui est massif. Et ça s'est un poil calmé pendant le premier confinement et en fait jusqu'à l'été, je crois, de ce que j'ai en tête. J'avais lu un article dessus, justement pour éviter qu'il y ait trop de contamination dans les prisons. On les a pas mal vidés et du coup, on était revenu à un niveau de sous-population carcérale, ce qui était très bien du coup, parce qu'on n'avait plus de comment? De prisonniers qui se partageaient des espaces trop exigus. Et est arrivé septembre et en fait on est reparti comme en 40 et en début d'année je crois là, 2021, on est de nouveau en situation de surpopulation. Donc ce qui est nul, Ouais, ce qui est vraiment nul. particulièrement en période de coronavirus où du coup les prisons ont facilement tendance à être des, Ah mais particulièrement en période de pandémie, le truc en fait c'est que ça va au-delà de ça, de tout temps. Je veux dire, non, bien sûr, bien sûr. quand tu laisses les gens s'entasser dans les prisons, de toute façon, en termes sanitaires, il n'y a rien de bon qui peut se passer, hein. C'est sûr, c'est sûr. Hein, en fait, Donc, c'est toujours l'argument, entre, concentrer un système judiciaire, enfin carcéral sur la réhabilitation ou la punition. Bien, bien des gens argumenteraient que du coup, c'est un simple écartement de la société pour pouvoir se débarrasser du problème créé par l'individu qui commet des crimes. Et ça, je suis d'accord avec ce genre d'idée. Il faut effectivement pouvoir régler. Donc voilà, une personne qui commet des meurtres, tu l'écartes de la société et de la possibilité de commettre davantage de meurtres. Après, c'est comment tu traites les personnes qui sont une fois écartées de cette société. Est-ce que tu continues simplement en termes punitifs, ou du coup tu les as écartés et ben c'est tout, tu les écartes pour un temps qui a été prédéfini. tu vois, ça rejoint la conversation qu'on a eue l'autre jour sur cet élève du lycée qui s'est fait expulser définitivement
Puis le rectorat a cassé la décision du conseil de discipline et a décidé la réintroduction de l'élève au sein de l'établissement. Puis d'ailleurs, je peux aller voir ce que ça donnait. Merde. Puis les élèves, les profs ont décidé de manifester leur mécontentement. Ils ont fait cette tribune absolument dégueulasse où ils Ils ont très fait une clairement, en fait, moi, ce analogie. qui m'a le plus choqué, c'est cette analogie de merde entre un prof qui s'est potentiellement fait voler par un élève, et ça, en fait, on n'a pas de Preuve. preuve, Mhm. et Samuel Paty, boum. Ouais, ouais. Donc le gamin qui est accusé de vol est directement accusé de terrorisme. Il y Mhm. a un truc qui va pas. C'est en fait, voilà, Et ouais, non, mais c'est en gros, ben, du coup, pour lier ça aux commentaires que fait Théo, bah, pour qu'il y ait plus de sécurité, les politiciens croient que pénaliser rassure la population et c'est la solution pour dissuader. Ça marche bien visiblement. Le prof, en l'occurrence, exprimait clairement l'idée que, en fait, le rectorat ayant fait cette décision que parce qu'il n'y a effectivement aucune preuve que l'élève a bel et bien volé quoi que ce soit, il devait être réintégré. Il critiquait ça du point de vue que ça ne faisait pas le jeu de la dissuasion et que du coup, c'est là qu'il a fait l'analogie avec Samuel Paty, on se tournait vers une école et des élèves qui allaient pouvoir croire le chaos et le désordre et tout acte criminel comme autorisé et même soutenu ouais, par ouais. le rectorat, alors que c'est pas ça en fait. C'est comment un système judiciaire doit marcher. Un système judiciaire doit marcher de façon à établir la justice. La justice ne s'établit pas quand quelqu'un est puni alors qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait commis le crime pour lequel il a été puni, tout simplement. Mhm. Et du coup, ben, dans le cas d'un renvoi d'une école, c'est techniquement pas un système judiciaire, mais n'empêche que c'est un système de réprimande, donc de justice en fait. Ça sert à établir une forme de justice au sein de l'école. Et là, clairement, il y Alors avait... d'autant plus que les... Pardon, vas-y, termine. Non, vas-y, vas-y. Carrément. D'autant plus que les médias qui n'aident pas avec leur tendance à beaucoup trop parler de cas criminels vu que ça choque et fait des vues, donc de l'argent, mais fait aussi du coup penser que la sécurité en France est un problème en faisant augmenter le sentiment d'insécurité. Oui, oui, Bah, ça fait un moment que quand on parle des médias, on soulève la problématique, la problématique des médias traditionnels. Très clairement, il y a un problème avec ça. À ce niveau-là déjà, mais du coup, c'est toute la problématique du Rassemblement national et de comment les médias ont participé à dédiaboliser un parti fasciste. C'est c'est extrêmement problématique. Et oui, de toute façon, un journal télévisé, si c'est pas hautement catastrophique, c'est con parce que tu vois, à bien des égards, l'autre jour, j'entendais quelqu'un qui racontait que euh, le journal de Jean-Pierre Pernaut lui manquait. Parce qu'il avait un côté terroir. Et bah, je crois que je comprends. J'aime pas du tout l'image, mais tu dirais pas fasciste. Mhm. Tu dirais quoi? Qu'il y a un vrai problème avec le Front National, hein, de le Rassemblement National, hein, dans sa constitution et dans sa composition. Donc je veux bien qu'on ne dise pas fasciste, mais du coup, tu dirais quoi? moi, j'aurais tendance à dire fasciste, de par du coup particulièrement les idées de réforme de Marine Le Pen où les minorités et les gens avec la nationalité
Je te laisse répondre, hein, Théo. Du coup, je continue un petit peu la conversation. Et la double nationalité sont clairement exclus de tout filet de sécurité sociale, donc exclus de la société française. Ce qui a le côté fasciste de dans l'idée de euh, viser une communauté particulière, une ou plusieurs communautés particulières dans une population euh, euh, comme étant le problème. Il ne souhaite pas vraiment rentrer dans le sujet. Là aussi, où il y a quand même cet aspect de que ce soit elle ou son père, c'est quand même des capitalistes poussés qui, au travers de Marine Le Pen, ont un discours un petit peu plus socialiste, mais du coup socialiste uniquement envers une partie spécifique de la population qui est français vérifié depuis plusieurs générations, etc. C'est dans son programme hein, de 2017, vous pouvez tous aller vérifier ce que je suis en train de dire. Euh, et, euh, et du coup, en fait, ça fait beaucoup penser. Et peut-être que je fais un point Godwin, mais ça fait beaucoup penser à la façon dont Hitler lui-même s'est installé au pouvoir, où très clairement, c'était on va socialiser le pays de un tout petit peu, dans une certaine mesure, mais par contre, rassurez-vous, tous les gens de droite et son parti, du coup, son parti principal, puisque lui, à l'époque, avait vraiment un parti nommé comme qui s'assumait fasciste euh, et nationaliste, extrême nationaliste. Euh, mais vous inquiétez pas, du coup, tout ces premières nécessités que nous attribuons à une certaine partie de la population, ce sera que pour vous, légèrement, les Germains, les Allemands de souche, et on va régler le problème de ces minorités qui foutent le bordel, on va régler le problème de ces juifs du coup qui ont tout l'argent et on va leur reprendre l'argent. Certes, aujourd'hui, le discours ne va pas aussi loin dans la bouche de Marine Le Pen que dans la bouche de Hitler. Il faut comprendre qu'on a changé d'époque et qu'après la Seconde Guerre mondiale, le fasciste a eu tendance à être enfin a été très tout simplement très mal vu et du coup interdit un petit peu au travers du monde. Les partis fascistes ont été interdits et du coup il y a une rhétorique qui a changé. Malgré tout, aujourd'hui, ces gens-là ont tendance à avoir le même genre de rhétorique et avoir la base qui, elle, est susceptible, la base de support au sein du peuple, qui, elle, est susceptible de, du coup, bel et bien manifester en disant mort aux juifs. C'est quoi qui disait dans la manifestation là où je me rappelle plus en France là sur les juifs, juifs hors de France, un truc comme ça, ce genre de choses quoi. C'est Alors, mais je ne pense pas non plus qu'utiliser le terme fasciste à connotation très négative, même si tu le considères comme vrai, c'est une insulte pour tout supporter du Front National et donc ça ne favorise pas la discussion. Est-ce qu'on a de toute façon véritablement envie de discuter avec ces gens-là, en fait? Je veux pas jouer le mec hyper radical, hein, mais concrètement, on... Tiens, bah tiens, Mediapart a publié hier, je crois, avant-hier, un article sur des fascistes dans l'armée. Et pour le coup, c'est des fascistes. C'est des gens qui font des Heil Hitler à tout va, qui, quand ils sont sur le terrain, oui, la discussion est importante. Bah, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que la discussion n'est c'est pas aussi importante que ça. Concrètement, on a des groupuscules fascistes qui viennent
qui viennent foutre la merde dans les manifestations aujourd'hui, et tu peux pas discuter avec eux. Je pense que en Tu peux fait, pas. c'est ça qui est Je bête. compliqué. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que quand quelqu'un, alors du coup, on peut discuter de si oui ou non la base de support de Marine Le Pen est fasciste ou non. Je pense qu'il y a de toute façon, comme dans toute base de support, des trucs un peu différents et du coup, il y a très certainement des gens qui ne sont pas fascistes. Hmm. Sinon, de toute façon, elle n'aurait pas autant de support qu'elle n'a aujourd'hui. Elle n'aurait pas eu autant de chances de passer les élections comme elle a eu la dernière fois et comme elle a encore aujourd'hui pour les élections de 2022. Mais pour autant, quelqu'un qui est réellement fasciste, la discussion avec lui n'est pas quelque chose qui va être profitable, qui va être productif. Voilà, c'est ça le mot que je veux utiliser. Et c'est un problème qu'on voit. Après, c'est peut-être que j'ai une version trop américanisée des choses, mais n'empêche que c'est un problème qu'on voit aux États-Unis, où les gens qui sont pour Trump jusqu'au bout ont décidé que toute discussion qui était tentée par les centristes et les gens de gauche à leur encontre était toujours davantage de raison, puisqu'ils les avaient catégorisés comme des mauvaises personnes et comme des gens faisant uniquement de la propagande pour le communisme ou le socialisme. Euh, donc en fait, toute tentative de discussion et toute tentative d'argumentation avec eux est prise comme une raison de plus de se radicaliser vers leurs idéologies fascistes. Et Hmm. c'est un truc très humain, ça a été prouvé psychologiquement parlant, que, L'inverse est vrai, hein. Je veux dire, que moi, à chaque fois que ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui sont trop radicaux et qui ont des idées trop d'extrême droite, concrètement, ça ne fait que m'enfoncer mais c'est dans ça, l'idée et je pense inverse. que Théo vient d'un point de vue plus, je sais pas, je sais pas, mais j'aurais tendance à dire qu'il a été moins exposé à nous, à des vraies conneries, d'extrême droite, comme j'ai pu le voir aux États-Unis ces 4 dernières années en m'informant sur les États-Unis au travers de euh, je ne me rappelle plus de son nom, mais quelqu'un qui a supporté Donald Trump pendant sa campagne, qui se trouve être un des je sais plus le nom, mais c'est un truc genre Grand Manitou du KKK, du Ku Klux Klan, un ancien, des groupes comme Proud Boys aux États-Unis, qui sont clairement un mouvement Ouais, ouais. fasciste, violent, qui s'en prend particulièrement à la presse dès qu'ils arrivent à en isoler. Il y a eu beaucoup de gens de ces groupes-là qui ont été emprisonnés suite à ce genre de choses. Et du coup, c'est un effet très humain. Quand on est mis en face de ce genre de choses, et qu'on a une idéologie particulière, soit on va rester suffisamment ouvert pour essayer d'entendre les trucs, soit on va ne faire que se radicaliser davantage. Et là, aujourd'hui, aux États-Unis, et j'aurais tendance à argumenter un petit peu en France aussi, même pas un petit peu malheureusement, il y a des gens qui du coup se sont radicalisés vers des idéologies violentes, parce que moi, je me suis radicalisé avec le temps, hein, il faut le dire, mais pas vers une idée violente de la société où justement la solution est d'exercer de la violence. Je pense que c'est justement tout le contraire de la solution. Mais le problème, c'est que du coup, les fascistes, eux, c'est un peu dans le principe de base du fascisme, une des solutions est la violence. Et du coup, continuellement essayer de discuter avec ces gens-là alors que tu ne fais que les radicaliser vers davantage de ces actions violentes, telles que du coup aux États-Unis la prise du Capitole, mais aussi le fasciste qui a roulé sur une manifestation, roulé sur des manifestants Black Lives Matter, tuant une personne et en blessant plusieurs autres, etc., etc. C'est compliqué, quoi. Enfin, où est-ce que à un certain moment, la discussion n'est plus la solution.
C'est-à-dire que et un fasciste répondrait la même chose avec vous, mais si chacun fait un pas, mais personne ne va essayer de comprendre s'il est constamment traité de démon. Le problème, c'est que oui, Le mais les truc, en fait, c'est fascistes que sont responsables d'incitation à la violence et de ou de violence en elle-même. Donc à un certain moment, pardon, je suis désolé, je te coupe, mais en fait, je pense qu'il y a un moment où c'est raisonnable d'appeler un chat, à plus forte raison quand les fascistes qui sont en face, eux, balancent à leurs détracteurs des termes comme islamo-gauchiste, indigéniste, euh, décolonialiste, tout ça pour dire que en face, parce que tu réfléchis à ces questions-là, tu es l'ennemi. C'est littéralement ce que ça veut dire quand ils utilisent ces termes-là. Des termes qui pointent du doigt ta responsabilité en tant que sale gauchiste, indigéniste, décolonialiste, islamo-gauchiste. C'est toi le problème. Et le message qui est envoyé quand ils utilisent ces termes-là, c'est vous êtes la lie de ce monde, disparaissez. Donc au bout d'un moment, c'est raisonnable d'appeler un chat un chat. Ils disent de la merde. Non, non, je m'abaisse pas à eux. le En problème, fait, eux utilisent des termes qui sont abusifs et mensongers, et je les appelle pour ce qu'ils, je les nomme pour ce qu'ils sont. Donc et, je ne m'abaisse pas à leur niveau. et encore une fois, nous, on discute de ces choses-là, on a nos avis sur la question et on va effectivement avoir tendance à éventuellement catégoriser les gens dans des cases qui nous paraissent justes de par leurs actions et de par leurs paroles. Les fascistes, eux, vont vraiment utiliser leurs paroles pour inciter à la violence, pour créer du chaos ou pour eux-mêmes pratiquer la violence. Et du coup, il y a aussi un déséquilibre entre ces deux extrêmes-là où nous, on est radicalisé vers une idée de gauche de démocratie, démocratisation globale de la société et etc. etc. Eux, ils sont radicalisés vers une idée, quelle que soit l'idée qu'ils veulent mettre en place, c'est pas simplement des termes abusifs et mensongers qu'ils utilisent, c'est aussi derrière, parce qu'en fait, ça c'est le premier établissement de l'organisation qui permet de créer le milieu dans lequel certaines personnes sont éduquées pour passer de ce côté-là de la barrière. Et quand tu passes de ce côté-là de la barrière, tu passes d'un côté d'une barrière où tu agis clairement à l'encontre du bien de la société, puisque tu agis de façon violente à l'encontre des personnes autour de toi. Donc, comme la personne qui est allée rouler sur des gens à une manifestation Black Lives Matter, la personne qui s'est pointée avec une arme à une manifestation Black Lives Matter pour défendre la propriété privée des gens et qui a tué deux personnes et blessé Ils utilisent plusieurs des autres. termes abusifs et mensongers car certains sont victimes de termes abusifs et mensongers. Comme vous, ils se défendent. Bah non, je suis pas d'accord. Je vois ce que tu veux dire, hein. Il y a probablement des membres du Rassemblement national qui ne sont pas des adorateurs d'Hitler. Mais concrètement, on a aujourd'hui une base militante euh, il y en a beaucoup, pas juste certains. Ouais, j'ai pas compris. Il y a une base militante qui, quand ils se réunissent, lève le bras, tendent le bras en criant des Heil Hitler. Il y a des gens qui se font clairement tatouer des croix gammées.
Il y a des gens qui vont casser encore aujourd'hui, et je pense à la Génération Identitaire qui a été dissoute pour très certainement mieux se reformer derrière. Des gens qui du coup vont casser du gauchiste ou de l'arabe ou du noir. Mais ils sont combien ces gens? Mais trop. Dans tous les cas, trop. Et ils sont clairement présents, notamment dans les hautes sphères du Rassemblement national. Et du coup, ça en fait intrinsèquement un parti qui tolère ces gens-là. En fait, le problème, c'est aussi Et l'utilisation de ces gens-là, hein, à des fins politiques. Puisque du coup, en fait, c'est ça. Il y a quelque chose de fasciste. Il y a des partis fascistes au sein des partis fascistes au sein du Front National, mais il y a surtout le Front National qui, lui, en lui-même, est un parti qui va avoir une rhétorique fascisante, qui du coup n'amènera pas tout le monde vers ce fascisme-là, mais qui du coup nécessairement va pousser les gens vers ce genre de choses. Et c'est pour ça, là, on fait pas le point, alors qu'on le fait généralement, euh, qu'il y a tout un système à changer autour de ce genre de choses. Où clairement, non seulement le gouvernement euh, aujourd'hui se fait le support de la rhétorique du Front National, puisque du coup il supporte la rhétorique de l'islamo-gauchisme et attaque les universités. Oh, il s'est passé quoi? Ça a coupé? tu viens de... Je viens de perdre ton écran, je l'ai. Ok, c'était chelou. Du coup, il y a le gouvernement qui se fait le support de... Est-ce que c'est mon stream qui a bugué? Non. Le support de cette rhétorique-là, au travers de Darmanin, de Castex, et Ah, chez moi, même... le stream a coupé, hein. Ah d'accord. Donc, tu peux redémarrer simplement? Parce que moi, je crois que j'ai dû perdre quelques frames. Redémarrer, hop. Ah, ok. Ah, bah, c'est chez moi, je sais pas, j'ai dû avoir une baisse Mais non, mais de c'est aussi... Ouais, je suis là, on est là, Non, ok. je suis là, ok. Ok, tout va bien alors. Enfin Tout va bref, bien. Jean Castex, Darmanin et même Emmanuel Macron se font le support d'une parole d'extrême droite, puisque du coup, politiquement parlant, électoralement parlant, ils essayent de justement piocher des voix au sein de l'extrême droite pour être sûr de gagner face à ce qui, pour l'instant, s'amène à être la principale opposante à Emmanuel Macron aux élections de 2022, qui sera du coup Marine Le Pen. Et le problème, c'est que cette rhétorique-là, une fois mise en place au sein du gouvernement, c'est une politique extrêmement autoritaire. Moi, j'ai eu le témoignage de certaines personnes d'extrême droite qui m'expliquaient très clairement que aujourd'hui, ils avaient certains doutes et que de par les politiques autoritaires de Macron, ben, ils se disaient que Macron était pas si mal et que du coup, alors qu'ils votaient Marine Le Pen d'habitude, ils voteraient bien Macron. D'une certaine mesure, j'ai envie de voir ça comme quelque chose d'à moitié bien, mais en même temps, si c'est pour les mesures autoritaires euh, que ces gens-là sont prêts à voter pour quelqu'un, euh, c'est moyen. Et on parle souvent de la fenêtre d'Overton. Le problème est que aujourd'hui, les médias, les politiciens, tout ça, alors que le peuple populairement supporte des réformes qui peuvent être beaucoup moins autoritaires et plus de gauche, va pousser cette fenêtre d'Overton vers la droite. Donc le paradigme de la société dans laquelle on vit vers la droite. On peut renommer fenêtre d'Overton par paradigme, c'est plus ou moins une bonne analogie, je trouve. Euh, Je viens de t'envoyer un lien qui me paraît pas inintéressant. C'est Wikidébat, le Rassemblement national est-il un parti fasciste?
Il y a des pour et des contre, et du coup, je j'ai pas regardé qui gagnait exactement, hein, Et du coup, dans les contre, il y a bien le crier au loup fasciste avec le RN, Non, ouais, non. sert les intérêts politiciens de la gauche et de la droite. Voilà, si tu descends un petit peu, tu as la carte des arguments. Les Le Pen entretiennent des liens avec des personnes considérées fascistes. Ça, c'est problématique, et en fait, à un certain niveau, justement, de par la définition qu'on a faite du fascisme, qui est fondamentalement quelque chose de violent, de par les interdictions de formation de partis fascistes qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, de par le fait qu'on considérait cette idéologie comme fondamentalement mauvaise pour la société, des liens avec des partis fascistes, particulièrement si c'est pour obtenir le support de ces partis fascistes, est à bannir et à réguler, je pense. Mince. Alors, si tu descends, tu as les arguments pour, et on peut regarder tous les arguments. Il y a, c'est pas inintéressant, et tu as Désolé pour. Ouais, bref. des objections Alors, pour. le problème, c'est que quand je quitte la page là. Non, mais quitte pas la page. Descends un peu. Argument pour. Ah non, mais c'est moi qui vois Le- ça. Ouais, toi, de ton côté, t'as pas l'écran gris et you're still running your stream, but we just pause. Ok, non, ok, rien. Si, là, je viens de l'avoir. Ah, Ça dit quoi? ben Ok, là, ils moi, ont je le vois plus. juste. Voilà, mais c'est en fait quand je suis sur la page en elle-même, ça me fait ça. Ok. Donc, Ah, c'est nul. c'est nul. Je vais streamer la page internet et on nous verra plus. D'accord? Ouais, ouais. Hop. Tant qu'on nous entend, il n'y a pas de. Donc, argument pour. Le RN est un parti nationaliste, le RN est un parti raciste, xénophobe. Hein. Tu veux que je clique sur Voilà. Et du lequel? coup, si tu cliques, par exemple, clique sur le premier. Le RN est un parti nationaliste qui est un des éléments qui permet déjà d'argumenter pour. Si tu veux, on fait un pour, un contre. D'accord. Voilà. Donc, Sachant qu'il y a des objections, du coup, je trouve ça pas inintéressant de voir quelles sont les objections et machin. Si tu veux, je lis le premier carrément. truc. Comme son nom l'indique clairement, le nationalisme est l'un des piliers du Front National. Le FN se qualifie lui-même de parti patriote. C'est un parti nationaliste qui glorifie le mythe de la nation. Marine Le Pen a même accepté le qualificatif de nationaliste populiste. Ce nationalisme se manifeste principalement autour de deux thèmes, de deux boucs émissaires extérieurs qui seraient la cause de tous les problèmes que rencontre la société française. 1. L'immigration rendue responsable du chômage, des déficits et de l'insécurité. Elle est présentée comme une menace pour l'identité nationale. En conséquence, et logiquement, le FN étant donné la priorité, Entends. entend pardon, donner la priorité aux Français, la priorité nationale. 2. L'Union européenne et l'euro considérés comme source de contraintes et responsables de la perte d'une indépendance qu'il faudrait reconquérir. Il en résulte des positions souverainistes et protectionnistes. La première Et partie, donc, c'est du ce dont coup, je alors, parlais, où elle veut clairement édicter certaines mesures sociales, mais exclure par contre, en contrepartie, voilà. toute minorité de toute mesure sociale, tous ces filets de sécurité sociale, que ce soit les migrants, les gens à double nationalité, etc. etc. Faisons un Donc, contre. dans les objections, tu as quand même le patriotisme n'est pas nationalisme, euh, Ah ok. avec avec un très mauvais exemple. euh, comment?
en fait, une citation de Charles de Gaulle: le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. En même temps, dans le fait Voilà. de axer la conversation sur une idée que les immigrants venant dans notre pays est la cause principale des problèmes, est-ce que c'est pas une façon de détester le pays des autres? Moi, Ouais, bah, dans les bah, discussions que enfin, j'ai en tout avec cas, des gens moi, de il me droite, semble, hein. ils tournent facilement vers ce genre de choses, où clairement la France est un Mhm. pays au-dessus des pays desquels proviennent tous ces migrants ou tous ces et du coup il faudrait j'en entends trop qui justifient du coup une implication de la France au sein de ces pays-là pour nous-mêmes régler les problèmes. On lit aussi toutes les objections ou on passe à un Euh, contre? Tac, tac, tac. Alors attends, parce que je termine juste là les trois objections, mais on va les survoler. National populiste n'est pas fasciste, parce qu'en fait, du coup, ça serait intéressant de toutes les lire, mais Bah carrément, c'est je sais pas quoi. c'est vraiment compliqué, parce qu'on va pas s'en sortir, parce que du coup, là, c'est des éléments qui nous rapportent à des articles du Monde, voilà. Et tu as des objections aux objections. Donc, Ouais, ah oui, dans l'idée oui. de débat, tu vois, on va pas s'en Front sortir. National s'est longtemps positionné en Euh, et opposition donc, aux nations, notamment avec la sortie de l'UE, mais aujourd'hui il se positionne plutôt en nationaliste européen et s'oppose aux musulmans en tant qu'ils seraient constitutifs d'une nation à part entière. Ouais, et serait donc l'ennemi intérieur en question, et ce même si ces musulmans sont français. Le FN. Ouais, bref, il y a. En tout cas, donc on va faire les pour et les contre. la dernière objection, c'est ça. La dernière objection, c'est: de nombreux nationalistes ont combattu le fascisme durant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, Euh, c'est pareil. oui, Je mais trouve en ça même léger temps, les gens qui font partie d'une armée, comme- c'est. Enfin, quand tu défends ta nation face à une personne qui t'attaque, oui. Ah non, mais bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est comme les Allemands. Les soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient pas tous nazis, Non, bah bien sûr. tu vois. Mais par contre, ils étaient contraints d'obéir aux ordres. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça que Hitler a créé un corps militaire à partir de son parti fasciste. Ouais, Parce que du coup, il devait mettre en place certains actes, même dans la guerre qu'il a faite, dans la guerre qu'il a faite, que même l'armée, contre lesquels même l'armée avait des choses à redire. ouais, ouais. Alors que du coup, le corps de militaires fascistes qu'il avait créé au sein de son parti était là pour mettre en place ces fusillades en masse de juifs ou ce genre de choses que l'armée, elle, avec laquelle l'armée avait un peu de mal. Bref, ça fait effectivement beaucoup d'objections. Du coup, lisons argument contre. Le RN s'est dédiabolisé avec Marine Le Pen. Lorsqu'elle décide d'entreprendre sa stratégie de normalisation au début des années 2000, Marine Le Pen s'applique à marquer une rupture avec les fondamentaux nationalistes des origines. Celle-ci passe par une prise de distance avec les conceptions racialistes et antisémites et par un virage sociétal en rupture avec les conceptions des nationaux catholiques qui continuent de peser dans l'appareil. Marine Le Pen a tapageusement exclu en 2011 les cadres du FN, membres de l'œuvre française, OF, Yvan Benedetti et Alexandre Gabriac, faisant ainsi coup double, ils étaient également des soutiens de Bruno Gollnisch. Les groupuscules, du coup Niche. ça paraît être plus un coup politique, mais enfin, bref. Oui, oui, Les c'est clairement ça. les groupuscules périphériques apparaissent ainsi instrumentalisés dans le jeu de concurrence interne au parti, même si Pierre Sidos affirme que l'OF n'a nullement cessé son entrisme. Son entrisme. Qu'est-ce que l'entrisme? L'entrisme, c'est quand tu fais de l'entre-soi. L'entrisme, terme issu de l'histoire du léninisme et du trotskisme, est une stratégie politique révolutionnaire qui consiste à faire entrer, ah non, pardon, de manière
concentrer des membres d'une organisation militante dans une autre organisation rivale. D'accord. Voilà. Donc Donc en fait, là j'avais tort. où... D'accord, ouais. Ok. Donc c'est en gros une idée qu'il faut rentrer tout le monde de tous les partis, même s'ils sont apparemment, tels que le sous-entend l'article, très clairement idéologisés de droite, encore plus que Marine Le Pen. Non, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Tu peux, ça, c'est une façon de dire l'œuvre française, comme Génération identitaire, par exemple, euh, n'a pas sa place dans le Front National, mais par contre, quoi qu'on fasse, il continue à venir. Ouais, mais du coup, pourquoi il continue à venir? D'accord, Tu ok. vois, déjà, c'est... D'accord, ok. En tout cas, du coup, l'argument est que Marine Le Pen se dissocie de ces groupuscules-là. Marine Le Pen a pu de cette manière se donner à voir comme celle qui rompait avec l'antisémitisme et le référentiel fascisant. D'ailleurs, sitôt élue présidente du FN, elle a fait une déclaration qui se voulait exemplaire en indiquant que ce qui s'est passé dans les rangs nazis constitue le summum de la barbarie. Je pense que Les de toute façon, objections, la pareil, on est réalité survolé, est que hein. oui, le Rassemblement national s'est dédiabolisé avec Marine Le Pen. Après, j'utiliserais ça moins comme un argument du fait que ils se sont défascisés, dénationalisés, mais plus comme un argument que la fenêtre d'Overton ayant continué de tourner vers la droite, euh, ça a aidé à à changer la vision de ces mouvements-là, mais en plus de ça, effectivement, Marine Le Pen clairement a adopté une attitude et une technique qui est d'essayer de faire accepter euh, son parti plus que ce qu'il n'était accepté avant avec son père. Euh, donc en dédiabolisant, en utilisant des paroles du genre de dire que ce qui s'est passé dans les rangs nazis constitue le summum de la barbarie, qui sont En des paroles sachant vraies, que, du mais qui ne coup, sont que des paroles. Après, c'est bien je sûr... réitère ce que je disais tout à l'heure, en fait, depuis les années 90, le travail de dédiabolisation du Front National est énormément passé par la télévision, où on a des journalistes qui se sont dit que c'était une bonne idée de donner la parole à tout le monde, très souvent d'ailleurs excluant l'extrême gauche. Mais le Front National faisait partie de ce tout le monde. Du coup, forcément, c'était plus facile. Après, c'est aussi plus facile de se dire que l'extrême droite a peut-être son mot à dire quand à la télévision, tu as à des heures de grande écoute des gens comme Alain Soral qui sont là pour professer ces diatribes racistes à tout va, ce qui était le cas à la fin des années 90. Ce qui était le cas, La télé, ce qui... c'était le cas, ouais. Ouais, Ouais, ouais. Alain Soral, on l'a vu à plusieurs reprises sur le plateau d'Ardisson. d'accord, ok. En tout cas, Et c'était problématique. hum, carrément. Mais du coup, ça a grandement permis de se dire, ah bah tiens, si on a un Alain Soral qui peut dire ça à la télévision, pas de raison que Marine Le Pen puisse pas dire exactement la même chose à la télévision. Et du coup, c'était le cas qui disait ça dans les années 90, sur le plateau d'Ardisson. C'est Alain Soral était régulièrement invité, enfin en tout Ouais, cas ouais. régulièrement. Moi, Ouais, du coup, dans ma tête, c'est une droitisation de dans la mes vie souvenirs, il politique était qui régulièrement. se passe Ouais, depuis longtemps. Mais parce que tu faisais l'argument ouais. du justement virage de la vie politique à droite, de la fenêtre d'Overton à droite. Ouais, Euh, la fenêtre d'Overton, elle bouge à droite depuis longtemps ouais, maintenant. ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Là, du coup, c'est un des titres. Du coup, effectivement, on va pas lire toutes les objections, mais il y a un des titres. Bah si, On parle tous les. on va pas les lire dans le fond, mais par contre, tu vois, les propos racistes, antisémites et islamophobes sont toujours en vigueur chez certains militants. Et Mhm. ça encore aujourd'hui, quoi. Et ben, Ah, un peu comme l'argument qu'on a fait tous les deux, des propos qui étaient auparavant considérés comme des dérapages sont aujourd'hui banalisés en raison de la droitisation de la vie politique. C'est aussi pour ça qu'il est voilà, fenêtre d'Overton. important d'utiliser les... Je sais pas si tu es toujours là, Théo, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il est aujourd'hui important d'utiliser ces termes-là.
là où tu as fait quand on a utilisé le terme fasciste, en fait, il y a une banalisation de certaines choses dans la société, de par non seulement une fenêtre d'Overton qui tourne à droite, mais du coup aussi une rhétorique qui est là pour dire que je suis là et j'écoute. Une rhétorique qui est là pour dire que ces gens qui utilisent les termes racistes, qui utilisent les termes fascistes, qui utilisent tous ces termes-là, ne sont pas des gens sérieux dans la conversation et doivent être envoyés hors de cette conversation. Or, il est bien évident que, en fait, certaines de ces personnes vont utiliser ces termes pour des raisons, et des bonnes raisons, et on ne peut pas considérer que simplement parce que le terme est utilisé, il faut sortir la personne de la conversation. Or, c'est aujourd'hui quelque chose qui se fait bien souvent. C'est un problème qui permet cette droitisation de la vie politique. Et une droitisation qui n'est pas simplement une droite telle que toi tu te considérerais à droite, parce que du coup, il m'a dit qu'il se considérait à droite, puisque du coup ton discours est très conscient des problèmes, que vive la population aujourd'hui, des problèmes économiques et de problèmes aussi tels que la police et les dérapages qu'il peut y avoir au sein de cette police, du cannabis, etc., etc. C'est un discours qui va permettre d'exclure tout discours rationnel, mais jugé comme trop à l'encontre du statu quo de la conversation, du paradigme, de la conversation générale, globale, qu'il y a dans les médias mainstream, qu'il y a au travers des politiciens et ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'argumenterais que dire ces termes fascistes, même si ça peut faire réagir certaines personnes comme de cette façon où ils vont réagir en disant qu'il faut arrêter de diaboliser ce genre de choses, bah en fait, certes, on peut se dire est-ce que c'est bel et bien le bon endroit pour dire fasciste ou pas? On peut se poser cette question-là. Par contre, à un certain moment, ces termes sont là pour définir quelque chose. Appelons ce qui est définissable comme fasciste, fasciste. Appelons ce qui est définissable comme raciste, raciste. Voilà. Acceptons la discussion sur qu'est-ce qui est fasciste et qu'est-ce qui est raciste, mais l'argument de manière générale autour de l'idée de ne diabolisons pas, en fait, à un certain niveau, les termes fascistes vont être nécessairement utilisés si on veut définir certaines choses dans la société. Au début des Et années 90, Marine Le Pen n'occupait pas de place politique réelle, hein. C'était son père qui était à la tête du parti. Mais il y avait vraiment ce truc où euh, bah, on n'invitait pas Jean-Marie Le Pen à la télévision parce que le parti était un parti fasciste. Alors là, à ce moment-là, on n'avait pas de problème. C'est après, par contre, il y a eu ce déplacement de la fenêtre d'Overton qui s'est mis en place. question. L'égalité n'inclut donc pas ces personnes avec ces idées jugées extrêmes et contraires aux vôtres. L'égalité de la parole aujourd'hui, et c'est le problème, est tournée d'une façon qui permet à une rhétorique principalement de droite de de d'exister de manière d'être présent de partout, alors qu'une rhétorique de gauche aujourd'hui est complètement cachée. C'est justement le problème que je décris. C'est-à-dire que Tu aujourd'hui, vois, sous ouais. couvert d'arguments qu'il ne faut pas diaboliser, ou sous couvert d'arguments que dire les termes racistes et fascistes, c'est inadmissible, et du coup du coup qu'il faut rejeter ce genre de rhétorique, il y a plein d'idéologies qui ne sont pas discutées et qui sont en déséquilibre, en inégalité totale face à aux autres idéologies dans la société.
Et Quelle est la place de l'extrême gauche à la télévision ou à la radio aujourd'hui? Tu vas sur une plateforme comme Twitch, bon, en fait, même sur Twitch, je peux t'en trouver, mais je t'en trouve parce que parce qu'en fait, du coup, c'est des gens qui se connaissent, qui parlent de trucs similaires, du coup, qui ont des communautés qui se construisent sur des idéologies similaires, et donc, du coup, ça parle et du coup, ça brasse. Mais en termes d'égalité de parole, bah, en tout cas, en termes d'égalité de parole, clairement, parce que moi, je suis parti là-dessus parce que je l'en partais là-dessus, mais en termes d'égalité de parole, très clairement, la gauche, elle est pas hyper représentée dans les médias mainstream. Et si on parle de la gauche socialiste, par exemple, si tu veux mon avis, c'est pas la gauche, en fait, déjà. toi qui Donc voilà. Et parlais, après, si on parle pas d'égalité de parole, on parle de quel type d'égalité? toi qui parlais d'une société gouvernée par il me parlait d'un type de société, je ne me rappelle, épistocratie, si je ne me trompe pas, où ce serait du coup une Épistocratie? épistocratie, où ce serait une société qui serait gouvernée par les experts. Euh, ben, ok, non, c'est pas ça. Bah, Euh, l'épistocratie, aussi appelée épistémocratie, est un système politique qui accorde plus de crédit ou de pouvoir à des personnes ayant une meilleure maîtrise des sujets traités dans la prise de décision. voilà. Donc le T'as problème, écrit épitocratie, c'est pour ça que ça marche pas. le problème de ces gens, on parle principalement de d'égalité de parole, effectivement, et je pense que justement la liberté de parole, en fait, la discussion autour de la liberté de parole doit être recentrée autour de l'idée d'égalité de parole, parce qu'il n'y aura pas de réelle liberté de parole tant qu'il n'y aura pas une égalité de cette parole. Et du coup que il y a aussi un certain endroit où du coup un certain discours doit être correctement analysé par une bonne méthode et pointé du doigt comme étant telle chose ou telle chose. Donc non, personnellement, je ne pense pas que il faut exclure la parole de ces gens-là de toute conversation. Par contre, je pense qu'il faut vraiment, à chaque fois, et pour toute parole à vrai dire, l'inclure tout en ayant un commentaire sur cette parole, un commentaire expert, un commentaire analytique de cette parole et de comment à quel point elle est vraie, de comment à quel point elle se base sur des faits, etc., etc., etc. Et je pense que C'est-à-dire que je suis pas d'accord avec ça, hein. d'accord, c'est-à-dire, t'es en désaccord sur quoi? C'est-à-dire que je pense très clairement qu'il y a une parole euh, qui n'est pas. Enfin, il y a des trucs qui ne doivent pas se dire, clairement. Bah, disons que Parce que c'est c'est bel et bien raciste, vrai, puisque enfin, du coup, c'est parce que c'est condamnable et que du coup c'est toxique pour la société, pour voilà, c'est bel et bien et que du vrai, coup mais ces Pierre, trucs-là ne peuvent pas être dits. du coup, il y a par exemple les insultes raciales qui sont clairement punies par la loi française. Bon, puisqu'on lit plus pour l'instant, je vais juste changer ça. Euh, Il y a les insultes raciales qui sont très clairement punies par la loi française et par la loi de plein d'autres pays. Il y a les incitations à la haine et à la violence qui sont punies par la loi de un peu partout au travers le monde. Maintenant, si quelqu'un est capable de faire un discours euh, pro-fasciste sans justement passer par ces
très claire barrière que tu ne dois pas décaler, ou de faire un discours nationaliste de droite en expliquant posément son point de vue et pourquoi lui il pense que le fascisme ou le nationalisme est la solution. Je suis tout à fait prêt à accueillir ce genre de discours, puisque du coup, personnellement, je ne mets des limites que les mêmes limites que les lois ont, qui sont incitation à la violence ou à la haine, injure raciale, injure qui vise une minorité particulière, ou des trucs comme crier au feu au milieu d'une foule alors qu'il n'y a pas de feu. Du coup, s'il Sauf rentre que dans du tous coup, ces là où cadres-là, je... Ouais. vas-y, vas-y. Enfin, en tout cas, s'il rentre dans ces Donc, cadres-là, il peut vas-y. pas rentrer avec un discours qui, d'une façon ou d'une autre, prônerait le fascisme et qui, pour le coup, serait suffisamment dénaturé pour qu'on ne s'en rende pas compte, d'accord? Mais qu'on l'explique, bah, du coup, en fait, son discours passe plus. Je suis assez d'accord. Après, du coup, c'est l'argument de beaucoup de personnes telles que Kyle Kolinski, des commentaires. Je ne sais même pas pourquoi je donne leur nom, puisque du coup, enfin bref, c'est des commentateurs américains que j'ai regardés pendant ces 4 dernières années, m'étant informé pas mal sur les États-Unis. C'est des gens qui sont pour une liberté de parole complète et qui pensent que justement en égalisant cette liberté de parole, il y aura nécessairement un virement de la fenêtre d'Overton. En égalisant et en commentant euh, par une méthode analytique et par une méthode scientifique, d'expert, cette parole-là, il y aura nécessairement un virement de la fenêtre d'Overton vers la gauche, puisque du coup, ces discours-là pourront être finalement enfin vus comme les discours fascistes ou nationalistes qu'ils sont, et les discours beaucoup plus extrêmes, ces discours seront perçus comme les discours extrêmes qu'ils sont, contrairement à aujourd'hui où ils sont dédiabolisés et ils sont normalisés afin de pouvoir être Mhm. continuellement. Je comprends l'idée, mais d'où je suis, ça ressemble à un vœu pieux et oui, oui, si il connaît des gens qui ont l'énergie pour faire ça, pourquoi pas? Je sais pas, dans une certaine mesure, des gens comme Kyle Kulinski, justement, ont eu une certaine mesure de succès à défasciser des vrais fascistes qui l'en Mhm. remercient, qui lui ont envoyé de longues lettres à propos de ça, de comment ils étaient tombés au travers de l'algorithme YouTube dans en anglais c'est appelé rabbit hole, dans un trou sans fin vers que des vidéos toujours plus fascisantes, etc., etc. Euh, et effectivement, lui porte je pense que une des raisons pour lesquelles il a réussi à attirer une de ses parties, une de ces gens qui étaient fondamentalement tombés dans le fascisme et à du coup réussir derrière en les ayant attirés à les porter hors du fascisme, c'est parce qu'il a cette idée-là de la liberté d'expression et que du coup il fait beaucoup de vidéos sur la liberté d'expression, chose qui fait partie intégrante Mais tu vois, je du suis d'accord discours. pour dire que de toute façon, la liberté d'expression, c'est quelque chose qu'il faut sacraliser. Mais la liberté d'expression, ça. Il n'y a pas de raison que la liberté d'expression ne soit pas aussi juste, dans le sens où, dans le sens où, dans la liberté d'expression, c'est pas parce que t'as toute liberté d'expression que il faut que t'en arrives au point de dire des grosses conneries, puis en fait on te laisse faire parce que c'est la liberté d'expression, quoi. Question tout à fait sortie de mon imagination. Dans le cas où les scientifiques prouvent par A plus B que les théories racistes sont réelles aussi clairement que l'on sait que la Terre est ronde, seriez-vous prêt à l'accepter? Alors, je trouve l'hypothétique de cette question un peu peu productif.
À plus forte raison, parce que de toute façon, la question du racisme a déjà été démontée, Exactement, en parce fait. que justement, les théories racistes qui ont commencé comme une réelle science ont été démontées au travers de centaines d'années. Du coup, je sais pas, peut-être que il y aurait un meilleur exemple au travers de dans le cas où les scientifiques prouvent par A plus B que les êtres humains sont fondamentalement tribaux et n'arriveront jamais à dépasser cet aspect-là de leur être au travers de les fondations d'une société et leur culture. Est-ce qu'on serait prêt à l'accepter? Je pense que pour moi, je répondrais oui. Par contre, si j'apprends ça, clairement, je décide que la vie ne vaut plus la peine d'être La vie n'a plus de vécue, sens. quoi. Ouais, ouais, Enfin, voilà. c'est si fondamentalement il n'y a pas d'espoir du tout que les êtres humains puissent construire, Évoluer, évoluer et évoluer. construire une société dans laquelle ils vivent mieux les uns avec les autres, avec une égalité de parole, de prise de décision et tout ça. Euh, je dis En fait, au je revoir, pense que la question de Théo, ou je c'est m'isole, quoi. essentiellement, est-ce que vous êtes prêt à accepter, d'accepter de vous être trompé? Et à ça, la réponse, elle est oui. Oui, voilà. Du coup, Complètement. l'hypothétique Si on se en trompe, place en fait, est bizarre. on n'est ni l'un ni l'autre, on est sociologue, on est historien, on est voilà, et ça nous arrive de nous tromper, et on accepte de d'être remis à notre place. C'est absolument pas un problème. En fait, Euh, ouais, c'est même beaucoup le fondement de la relation qu'on a développée l'un avec l'autre, où en fait on se remettait en ouais, place constamment et au départ ça créait que des tensions, parce que c'est difficile, surtout venant de quelqu'un que tu aimes, parce que du coup tu te sens jugé. C'est une partie de l'argument qu'il y a derrière l'idée qu'il ne faut pas utiliser le terme raciste ou fasciste, parce que du coup il ne faut pas juger la personne, sauf qu'à un certain moment on se juge tous et il faut l'accepter. Euh, En plus de ça, à un certain niveau, dire simplement quelque chose, donner son avis, n'est pas nécessairement, dans la plupart des cas, n'est pas une façon de juger l'autre personne. Euh, et du coup, au bout d'un moment, cette liberté de parole nécessite une ouverture d'esprit qui permet la libre circulation de termes tels que fasciste, raciste, mais effectivement pas. Et là, du coup, plein de personnes de droite me diraient que du coup, je me contredis, mais effectivement pas la libre circulation de termes fondamentalement racistes, à préjugés racial, tels que le mot en haine euh, pour les et, noirs, pas le mot noir pardon, évidemment. on peut aller plus loin que ça, c'est-à-dire que de toute façon, je pense que tous les deux, on aborde la question de la société d'un point de vue, on va dire, intersectionnel. Mhm. Et dans l'approche de cette intersectionnalité, il est bien évident que on, on n'arrive pas nécessairement, et je pense que ça fait aussi partie d'un travail de déconstruction, mais ça n'engage que moi. C'est pas systématiquement évident de considérer euh, l'ensemble des points de vue. Mais du coup, si quelqu'un vient nous dire, bah, à cet endroit-là, vous avez tort et vous avez tort pour telle raison, telle raison et telle raison, bah, pas de raison de ne pas l'accepter. Encore faut-il que ces raisons soient justifiées. Et, et voilà. Oui, 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 oui. Non, mais de toute façon, faut justement être ouvert à une critique qui va même te choquer ou te faire rentrer dans un état émotionnel qui
qui n'est pas le bon. Par contre, derrière, il Que faut ce aussi que tu viens de analyser si dire, oui ou non cette critique est justifiable et logique et tout ça. Et du coup, est-ce que ouais, la réaction émotionnelle que tu as est normal parce que du coup l'autre personne en face de toi en fait n'a fait qu'utiliser des préjugés raciaux, n'a fait que t'insulter, etc., etc. Et ce n'était pas du tout une critique constructive et donc t'as bien fait de t'énerver, euh, voilà. Ou est-ce que c'est complètement l'inverse et en fait la personne a utilisé des termes qui t'ont toi touché mais qui sont en vérité des termes qui étaient justes, justifiés dans la conversation que tu as eue avec cette personne, etc., etc. donc ce que Cortex vient de dire, c'est que s'il s'est trompé là-dedans, la vie n'aurait plus d'intérêt à être vécue. Je ne dirais pas que c'est accepté. Du coup, c'est un peu la réflexion que je me faisais quand t'as pris ton exemple. T'es allé trop loin dans ton exemple. Si on me dit que les gens Oui, sont, oui, mais qu'il y a plus ce que d'espoir je et veux que les dire, gens c'est que sont du tribaux, il y coup, aura toujours, oui, toujours, d'accord. toujours des problèmes. Oh, stop, Ok, stop. d'accord. Ce que je suis en train de te dire, c'est ton exemple, il n'était pas bon parce que. Pardon, 2 petites secondes, je m'éloigne, je reviens. Ton exemple, il n'était pas bon parce qu'il était excessif. Là Du où j'ai coup, critiqué un exemple qui me paraissait excessif, c'était peut-être stupide du coup. en fait, c'est ça. C'est tu t'as répondu à un excès par un excès. Du coup, forcément, salut Streich. Du coup, forcément, ça a Oui. rendu le truc un petit peu plus confus. Mais, c'est pas grave. Là, tu as pris un exemple extrême qui, effectivement, amène à. Voilà. En fait, je me suis tellement trompé que, bah, du coup, il n'y a plus de raison d'être, machin. C'est trop loin. Ouais, Ça allait oui, trop loin, tu oui, vois. oui, non, mais oui, 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 oui. Oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Et j'espère que j'ai pu Du déjà un petit coup, peu clarifier les choses par ce que j'ai dit après, où du coup, clairement, j'exprime comment. voilà. Faut tempérer ce propos. Moi, je pense que l'exemple de l'intersectionnalité est le bon, c'est-à-dire que en fait, à tout moment, on, on a envie de dire que de toute façon, on a envie d'un monde qui soit juste et égalitaire, que partant du principe qu'on veut un monde qui soit juste et égalitaire, et ben, on essaye de considérer le bien-être de tous. Et du coup, des fois, dans certains propos, eh ben, tu peux être amené à t'égarer parce qu'en fait, dans ton raisonnement, tu vas oublier telle personne ou telle autre. Voilà. Et bah, du coup, en faisant ça, c'est problématique. Donc, on peut te remettre à ta place à ce moment-là. Tout à fait, Et c'est pas grave. Il faut l'accepter. il faut Ça fait l'accepter. partie du travail de. Voilà. Et du coup, c'est une remise en question. Donc, sur Donc, sur certains. certains sujets extrêmes, c'est une exception. Bah non, c'est pas une exception, Théo. Sur les sujets extrêmes, à l'heure actuelle, pas d'arguments qui sont véritablement venus contredire notre point de vue. En tout cas, pour revenir et donner un meilleur exemple, moi qui suis fondamentalement anticapitaliste, si on venait me dire qu'en fait, non, on a prouvé que il y a certaines parties du capitalisme qui sont nécessaires à la société pour que la société tourne bien, voilà, du coup, j'irai pas. Non, j'accepterai simplement cette vérité et du coup, je m'attarderai sur quelles sont ces choses qui font partie du capitalisme, qui sont fondamentales à une bonne vie et une bonne entente entre personnes dans la société. Et à partir de là, essaierai de commencer le chemin pour évoluer vers la connaissance et la prise en compte de euh, comment mieux gérer notre société. Ah oui. Après, donc sur certains sujets extrêmes, c'est une exception. Non, du coup, effectivement, non. Et c'est un peu là où je disais, euh, il faut avoir une méthode analytique du choc qui a été reçu au travers de la discussion et de si oui ou non
l'argument qui a été donné et qui a provoqué le choc, qu'est-ce qui est valable entre les deux choses? Est-ce que c'est l'argument qui a été donné ou est-ce que c'est le choc qu'a reçu la personne? Dans le sens où, est-ce que le choc est légitime et en fait l'argument était pas du tout le bon, dans le sens où ce n'était même plus un argument, c'était une insulte raciale, c'était ce genre de choses et du coup, le choc était justifiable? Ou, est-ce que c'est l'argument qui, alors qu'il utilisait des termes qui étaient bel et bien utilisables et justifiables dans l'argument donné, ont provoqué un choc qui lui est très humain, mais n'est justifiable que dans la mesure où on est très humain et pas dans la mesure où, il est légitime en lui-même. Mmh. C'est m'écoutant parler, j'ai l'impression C'est digressif un peu, c'est mais dégressif aussi un peu et en plus de ça, c'est pas forcément super, super clair. Mais en plus on arrive vers la fin donc je sais pas, je suis fatigué aussi. La première ah émission voilà. le soir, du coup. Heu, En tout cas, c'était cool de bah, on va peut-être pas forcément terminer maintenant, mais c'était cool de t'avoir avec nous, Théo. Merci pour, nous avoir fait, mais oui, partir sur ce sujet-là, c'était très intéressant. tout à On fait. continuera peut-être la lecture de ce qu'on a commencé de lire. Ouais, faut qu'on le prépare un petit peu. Faut qu'on le Mais prépare un c'est petit peu. intéressant Mais en même effectivement, temps, c'est ce qu'on devrait faire effectivement, un petit peu plus, préparer mieux cette émission pour qu'elle soit plus instructive et plus, mais le débat d'idées, je c'est pense intéressant, mais à un certain niveau déjà, nous deux, on a les mêmes idéologies, même si on est prêt du coup à débattre avec les chatters, on va beaucoup rester sur un seul truc, donc autant réussir à vraiment à un certain niveau être informatif, instructif, ce genre de choses. Tu valides? je valide complètement. Cool. Intéressant de même. Bah, content que ça t'ait intéressé. Du coup, on fait ça tous les mercredis de 14h à 16h et les vendredis de 20h à 22h, excepté Sauf certains vendredi vendredis. Alors prochain. voilà, vendredi Sauf vendredi prochain, prochain. il y a un empêchement. Mais je comprends une partie de votre point de vue, mais plutôt j'ai mal compris ma dernière question d'acceptation. Mais plutôt, on a mal la dernière partie. Est-ce que tu peux reformuler ça? Ou à moins que tu comprennes mieux, Pierre? Maintenant, je suis pas tout à fait sûr. Parce que c'est une dernière question Heu, d'acceptation. J'ai mal compris votre point de vue, désolé. Sur, du coup, l'idée de l'acceptation. En gros, on a peut-être une différence d'opinion, mais du coup, moi, encore une fois, je dis il y a des limites claires, qui sont l'incitation à la violence, à la haine, euh, les insultes raciales. À partir du moment où tu ne dépasses pas ces cases-là, je suis tout à fait d'accord pour que tu exprimes quelque point de vue que ce soit. Euh, euh, Maintenant, j'aurais, et là du coup c'est mon avis, c'est un point de vue biaisé, tendance à penser que derrière, si du coup on établit ces règles-là et qu'on arrive à avoir aussi une méthode analytique de tous les discours, on va découvrir que pas mal de discours qui fondamentalement aujourd'hui ne sont pas définis comme des discours d'insulte raciale, d'incitation à la haine ou d'incitation à la violence, le sont. Et c'est un peu ça le problème que j'ai, c'est mon point de vue, c'est biaisé, mais n'empêche que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours qui sont acceptés dans la société, alors que en fait, ce sont des discours qui fondamentalement mènent vers la haine, la violence ou les préjugés raciaux. Indeed, tout ça, j'ai bien compris. Sans sans être être, défini comme tel. particulièrement, voilà. Après, si du coup c'est, tout le point autour de, l'intersectionnalité et machin,
L'idée, c'est d'être, grosso modo, de tous les combats sans blesser personne. C'est ça, l'intersectionnalité. Parce que personne n'a à être blessé, en fait. Donc, par exemple, là où tu as des gens qui... Mais quand je dis ça, pardon, mais en Non, 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 fait, vas-y. quand je dis ça, il y a quand même un truc qu'il faut préciser, c'est d'une manière générale, ça concerne les gens qui sont discriminés. C'est les personnes discriminées qui ne doivent pas être blessées. Après, il y a En fait, des personne ne personnes, doit être blessé, mais justement, il dire y a des de gens, en quelqu'un fait, il qui y est a des gens qui raciste, ne sont. euh, bah si, on peut définir ça comme une blessure, mais effectivement, un raciste, un vrai Ouais, raciste. mais encore une fois, t'appelles un chat un chat. Enfin, je veux Non, dire, non, mais voilà, si t'appelles un chat, est-ce que c'est une insulte que de dire au chat que c'est un putain de chat? c'est exactement ce que je veux dire. C'est en gros, malgré le fait qu'on peut considérer que c'est une blessure pour la personne que de se faire appeler raciste quand elle est bien raciste, là, c'est le genre de blessure que on doit, je pense, considérer comme étant quelque chose qu'on doit accepter dans la société. En fait, ça fait un moment partie de l'éducation que les personnes doivent recevoir, que d'évoluer vers la compréhension de ce qui est raciste ou pas. Et quand ils sont bel et bien racistes, ils ont du coup bel et bien plein de choses à comprendre sur pourquoi et comment leurs idéaux sont racistes et ils doivent s'entendre dire que c'est raciste. Euh, après, C'est comme tout le problème avec ces gens-là qui ne voient pas les couleurs. après, Voilà, ouais. tu vois. Bah, derrière, tu peux être sûr que derrière, en fait, tu as tout un tas de raisonnements, des micro-biais, des micro-réflexions racistes, qui sont problématiques du coup. Ne pas voir la couleur des gens, c'est ne pas vouloir comprendre en quoi ils sont discriminés de par leur couleur de peau. Ça, c'est une question difficile, encore une fois, mais c'est ça, en fait. Et du coup, l'intersectionnalité, c'est à un moment ou à un autre, arriver et dire, OK, donc tu ne vois pas les couleurs, très bien. Donc pourquoi tu es raciste en fait? Euh, bah c'est ça qui est, ouais, voilà, c'est difficile à entendre, mais c'est difficile à entendre le découlement, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire que si tu ne vois pas les couleurs, alors même qu'aujourd'hui on vit dans une société qui clairement discrimine, que ce soit les individus ou les systèmes envers certaines catégories de la population, quand tu dis que tu ne vois pas les couleurs, ça veut dire que tu ne vois pas ces discriminations-là, ça implique cette idée-là. Voilà. Et En, c'est en un sachant que problème. on a suffisamment d'études scientifiques et de recul sociologique pour dire que il y a un vrai problème de discrimination avec les personnes de couleur en France. Voilà. Après, c'est compliqué aussi Donc, avec du coup, ne pas voir les couleurs, c'est c'est compliqué avec les phrases toutes faites comme ça qui veulent pas forcément, parce que chacun a sa propre définition de je ne vois pas les couleurs, du coup. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, non, parce que du coup, quelqu'un dit, je sais pas, je ne vois pas les couleurs, l'individu peut vouloir dire tout le monde est égaux, arrête tes conneries. Là ouais, où justement c'est un sauf que discours du qui est coup, c'est pas le faux. cas. Voilà, Et du voilà. coup, c'est raciste. En fait, à ce moment-là, du coup, les mécanismes qui amènent à se dire, ouais, tout le monde est égaux et machin, bah, du coup, non. Clairement, en France, par exemple, ça n'est pas le cas. Mhm. On a suffisamment d'éléments à notre disposition, d'éléments scientifiques, pour pouvoir dire que, voilà, non, c'est faux. C'est voilà. Tout le monde n'est pas égaux en France. Mhm. Tout le monde Et en n'est pas fait, égal. Tout le monde n'est on n'est pas pas. égaux? Voilà. Tout le monde n'est pas égal? Je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est raciste dans le sens où euh, là où il y a une différence de traitement pour certaines minorités dans la société, il y a un refus de voir cette différence de traitement. Parce que du Ouais. coup, le racisme est défini par plein de choses. C'est un terme complexe qui a vu plusieurs
Définition à être donnée, comme beaucoup de termes à vrai dire, mais du coup, le terme racisme est défini comme faire, je me rappelle plus comme ça, faire une distinction entre les races. Donc par logique pure, bien des gens diraient tout simplement, bah, en fait, si tu ne vois pas de différence entre les couleurs, tu es justement l'inverse d'un raciste. Maintenant, c'est aussi là pour, c'est pour ça que j'ai dit ce genre d'expression est compliqué parce que du coup, qu'est-ce que la personne veut vraiment dire derrière ça? Euh, Maintenant, effectivement, il est raciste euh, de ne tellement pas faire de ne tellement pas faire de distinction entre les races que tu vas pas prendre en compte Ah, ok, d'accord, ouais. les situations différentes que certaines minorités ont vécues, les situations différentes que dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. C'est un ouais, je sais pas, c'est un terrain super compliqué à Alors attends, parce que discuter du coup, avec c'était votre réponse avec, à la question sortie de son imagination. Dans le cas où les scientifiques prouvent par A plus B que les théories racistes sont réelles, aussi clairement qu'on sait que la Terre est ronde, seriez-vous prêt à l'accepter? La question était moins claire. Et en fait, on n'a pas changé la question. Enfin, on a tenté de reformuler la question parce qu'on a répondu à cette question en disant que, en fait, la science a déjà démonté les théories racistes. ouais, moi j'avais Du clairement coup, changé la question. les scientifiques ne vont pas demain réussir à prouver par A plus B que les théories racistes sont réelles, puisque du coup, la question, elle est déjà répondue. C'est ça. Donc, Après, il y a des différences de c'est en ça que la réussite question. scolaire Du entre. coup, pardon, Jean. Du Vas-y. coup, on a reformulé on a tenté de reformuler le truc, mais voilà. Si demain, pour répondre à ta question, du coup, si demain, il y a la science qui arrive à prouver que finalement, on s'était trompé sur les théories racistes et qu'en fait, c'est vraiment quelque chose. Bah ouais, je veux bien le croire. Ça me ferait mal au cul, mais je veux bien le croire. Ça ferait très mal au cul. Ça ferait très mal au cul. Est-ce que Mais la réponse te convient? Ce que je veux dire par là, c'est que je suis prêt à accepter la réponse scientifique. voilà, si on accepte le prémisse que du coup on a critiqué et qu'au départ on a changé, oui, on est prêt à accepter. Mais par contre, la science ne reviendra pas sur cette question. Du coup, on sait que c'est de la merde et voilà. Bah, en fait, la science revient constamment sur cette question, mais elle ne fait que trouver Oui, oui, davantage de réponses qui orientent oui, oui. de preuves qui orientent la réponse vers ben non, il y a bel et bien pas de différence en fait. Malgré du coup certaines genre Du des coup, voilà. réussites scolaires plus élevées chez des groupes asiatiques aux États-Unis, chez les groupes asiatiques ou chez certains types de juifs aux États-Unis, mais tout ça est en réalité bien souvent trouvé comme étant une conséquence euh, de la condition socio-économique dans laquelle ces gens-là se trouvent. Donc, par exemple, l'immigration asiatique en question qui réussit extrêmement bien sa scolarité étant une immigration massivement de très haut, ayant des très hauts moyens. Donc, de moyenne classe qui a de toute façon de base plus de chances de réussir leur éducation. Euh, mais oui, oui, le doute fait partie de la science et de la remise en question. Tout à fait. La science est en fait la méthode euh, pour réussir à amenuiser ce doute. On est Et ce ne complètement sera d'accord. jamais que amenuiser.
Ce ne sera jamais découvrir bel et bien la vérité. Mais c'est déjà bien. C'est déjà tout ce qu'on peut faire et c'est déjà bien. Alors, je propose qu'on arrête là Tout à fait. et, Oui, moi-même, et je me suis dit, quand j'en ai parlé, excuse-moi, il dit le concept de race chez les humains n'existe pas en termes biologiques. Oui, moi-même, je me suis dit en j'ai pas lu, parlant, pardon. tout à fait. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, dans mon discours, j'ai utilisé le terme race alors qu'en fait, j'aurais dû parler d'ethnie ou de minorité, ce genre de choses. Voilà, comment dire que le racisme n'existe pas, je rigole. D'accord, ouais. Bah, c'est justement le problème que plein de gens sont en désaccord avec ça, qui déjà fait que le racisme existe. Mais bref, on va arrêter là. C'est une habitude sociale, t'inquiète. Ouais, je m'inquiète pas, mais n'empêche que moi-même, en le disant, je me suis dit merde, en fait. Bref. Du coup, alors, pardon, du coup, j'ai regardé un peu chez qui on pourrait aller. Ah, faire un raid, Il oui. y a Rezus, qui est, ouais, on est 5 en fait, hein, c'est ça? On est 4. On est 4. Euh, il y a Bah, Rezus qui est en train de jouer, il est tout seul. écoute, en plus, Sinon, il y a Maudit. Bon, ils sont déjà 464 chez Maudit, par il y a contre. Rezus. Je le vois Ouais, pas. il joue. Ah bah, chez moi, là, il joue au pas universaliste. Et Ah, il est pourtant. complètement en live, hein. Ah, Bah, merci à toi, Théo. pourquoi il m'avait C'était pas cool comme proposé? ça. Ouais, merci pour la discussion. Bon, je raid Rezus. Rezus. Ouh là là, il faut pas qu'ils m'entendent dire Rezus. Ouais, j'ai pris le pli. T'as vu ça? Bon, mais pourquoi ça marche pas? Bah, je sais pas. Là, moi, ça me propose d'effectuer le raid et de participer pour 250 crédits de chaîne. Moi, ça me dit que ça bug. En même temps, effectivement, je la vois pas. Je suis abonné à Rezus, donc je suis censé voir Rezus. Oh merde. Bon, les mecs, allez tous Moi, chez ça me dit, Rezus. ouais, il faut payer. Essaye Maudit. Tant pis si euh, on est 4, Maudit. 3. M-O-D. Modii. Ok. On est 3 en fait. On s'en Non, fout. quelque chose. Ah! Ah bah tout d'un coup, le raid pour Rezus marche. Ah, bon, bah, lance le raid pour Rezus, c'est très bien. Ouais, bah carrément. Bon, salut tout le monde. Ah, ciao. Allez, ciao.